Bonjour Astrid. Bonjour, Ah, ça y est, je t'entends. Et je te vois, merveilleux. Bonjour. Comment vas-tu? bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien. Tu es où exactement, dis-moi? À Paris. À Paris. Bon, et alors, ça va? C'est comment l'ambiance à Paris en ce moment? Pas trop C'est ensoleillé et enfermé. ensoleillé et enfermé. Ça va pas bien ensemble, ça, hein. Non, non, ça va. Et toi, tu es où? Moi, je suis sur l'île de la Réunion. Ah, super. Donc, c'est ensoleillé aussi. C'est beaucoup moins enfermé. Mais à partir de vendredi soir, là, on a des vacances scolaires qui sont prévues et donc ils viennent de nous coller un couvre-feu à 18 heures aussi. Donc on va être logés à la même Ah, enseigne que vous, puisqu'ils ne veulent je pas qu'on compatis. s'amuse. Voilà. Mais on s'amusera quand même, mais on s'amusera chez nous. Eh oui. Voilà. Bon, moi, j'ai voulu parler avec toi dans le cadre de cette émission Rendez-vous avec, parce que je suis ton blog depuis un bon petit moment maintenant. Tu fais partie des 5 blogueuses que j'avais mis en avant dans un article il y a quelques semaines à propos des bons conseils qu'on pouvait trouver sur Internet quand on voulait se lancer dans l'écriture d'un roman. Et si C'est j'ai bien gentil. tout compris, ta spécialité, c'est la littérature de fantasy. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ton activité, tes livres Oui, peut-être? alors, donc moi, j'ai 31 ans. J'écris depuis assez longtemps. J'avais commencé par des fanfictions sur Harry Potter et le Seigneur des Anneaux pendant longtemps. Et depuis 3-4 ans, je me suis lancée vraiment à fond dans l'écriture de romans. J'en ai publié un premier, ça va faire 2 ans là, qui s'appelle Les Pages de l'Aurore, qui est un roman de fantasy. Et je travaille sur un autre roman qui lui est en 2 tomes et qui est toujours de la fantasy, mais plus orienté steampunk. D'accord. C'est un genre dont on entend beaucoup parler en ce moment, le steampunk. Oui, 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 ça gagne en popularité ces dernières années. Alors, qu'est-ce qui Puisque définit le steampunk, dis-moi? Alors, le steampunk, c'est avant tout une esthétique. Euh, c'est ce qu'on appelle du rétrofuturisme, c'est la science-fiction vue par le 19e siècle. Donc, c'est très inspiré de l'Angleterre, enfin, de tout ce que peut rapprocher de l'Angleterre victorienne, avec des dirigeables, du cuivre, des rouages, dans une ambiance un peu Jules Verne. Et, euh, et ça va aussi jouer avec des thèmes comme parfois les voyages dans le temps, tout ce qui tourne aussi autour du spiritisme, de ranimer les morts. Donc ça, c'est pas trop ma partie, mais beaucoup d'aéronefs, de dirigeables, d'automates aussi. Euh, Pas mal de choses dans ce genre-là. D'accord, bon, ben ça c'est pour le steam, mais le punk, alors il est où? Le punk, c'est une bonne question. euh, c'est plus dans cette recherche un petit peu, cette envie de retourner un peu dans le passé, je pense. D'accord, ok, bien. Et j'ai vu que tu te lançais dans des accompagnements d'auteurs. Oui, Et donc c'est tout aussi à pour fait. ça que je voulais qu'on discute un petit peu, parce que je suis exactement dans la même démarche que toi. Et ça m'intéresse du coup fortement. Et puis j'ai beaucoup de demandes et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec l'accompagnement des auteurs débutants parce que beaucoup de gens Mhm. sont largués dans l'espace à des moments difficiles, surtout quand on écrit son premier roman. Et un bon accompagnateur, je pense, Oui. peut vraiment faire toute la différence et permettre d'aller au bout du projet. Et ça, c'est vraiment un aspect de l'écriture. Mm. La solitude de l'écrivain, c'est pas un mythe. Oui. Et ça fait partie des aspects les plus difficiles à affronter quand on démarre. Et même après, d'ailleurs. Mm, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'effectivement, moi, j'avais commencé depuis 3-4 ans du coup, à tenir un blog où je partageais à la fois beaucoup mes expériences personnelles parce que je débutais et à la base, je ne me sentais pas forcément
légitime pour donner beaucoup de conseils, Mmh. mais j'en ai engrangé des tas et des tas. J'ai passé des heures sur d'autres blogs, notamment ceux que tu citais dans tes articles, à lire des livres sur les techniques de l'écriture, etc. Et donc, petit à petit, en écrivant aussi en parallèle, voilà, j'ai un peu affiné un certain nombre de conceptions que je pouvais avoir sur le sujet de l'écriture. Et c'est vrai que je me suis aussi beaucoup rendu compte que donc, sur les blogs, on trouve des articles un peu qui traitent un peu de tout et de rien, enfin pas de tout et de rien, mais qui traitent de tous les sujets possibles, sans qu'il y ait d'ordre particulier. Et c'est vrai que du coup, quand on commence, quand on se rend compte que bah, dans l'écriture, ça se fait pas tout seul et il peut y avoir des techniques qui peuvent aider, pas forcément des règles, mais des pistes à suivre pour faire en sorte que l'histoire fonctionne, qu'elle retienne l'attention du lecteur, qu'elle soit bien écrite. Bah, quand on se rend compte de ça, on se retrouve très vite noyé sous l'ensemble des conseils et C'est d'écriture, vrai. parce qu'on va Ouais. en trouver des centaines de milliers. Et c'est moi j'ai vécu ça il y a 3 ans, et avec du coup cette impression d'être affreusement nul parce qu'on n'y connaît rien et qu'on a l'impression de tout faire de travers, et que au secours, je ne sais, j'arrive pas à voir où sont les 3 actes dans mon roman et est-ce que mon personnage est assez actif, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit que l'accompagnement d'auteur, bah, ça pouvait avoir une vraie valeur. Déjà parce que moi j'en ai bénéficié, ça m'a été très utile, mais surtout pour pouvoir proposer quelque chose de vraiment personnalisé et pas juste voilà comment est le voyage du héros, voilà comment est tel arc narratif Ouais. classique, mais bon, bah, du coup, toi, concrètement, dans l'histoire que tu veux raconter, comment ça se traduit et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de débloquer. Parce qu'il y a souvent ce stade-là dans l'écriture. Au début, on se lance, on est tout content, on a plein d'idées, et quelque part au milieu, on se rend compte que, oh là là, ça part dans tous les soit ça part dans tous les sens, soit on n'a plus d'inspiration, soit on s'est enfermé à cause d'incohérences qu'on n'arrive pas à régler. Et c'est très difficile de s'en sortir sans avoir un peu de regard extérieur un peu neuf. Et c'est aussi très difficile, je trouve, de rester motivé quand on est dessus depuis des mois, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va terminer, si on va terminer, qu'on ne sait pas si Ouais. on va réussir à être publié, qu'on se trouve nul parce qu'on voit plein de conseils qui nous disent qu'on fait tout à côté de la plaque. Enfin voilà, il Oui, y a vraiment on voit toujours les mêmes conseils passer, mais c'est pas parce qu'on voit les conseils passer qu'on est forcément Oui, capable de savoir comment les appliquer à complètement. notre propre situation et à l'histoire qu'on veut raconter. C'est ça le truc, Mm. c'est-à-dire c'est comme c'est bien joli d'avoir un livre de cuisine sous la main, mais si tu connais rien et que c'est la première fois que tu cuisines, ben forcément, Mm. même si tu suis la recette, du coup, tu vas obtenir une espèce de truc qui va être ni bon ni mauvais, où il y aura les ingrédients qu'il faut, mais ça ne sera pas exactement ça que tu vas Oui, ou imaginer. alors c'est pas du tout les ingrédients que toi tu as dans ton frigo, et il Voilà, se ou alors il préfère faut que avec. tu adaptes et d'un seul coup, tu es paumé. Et puis, il y a cette partie, ouais, il y a le ventre mou aussi. Moi, ce que j'appelle le ventre mou, c'est la partie, la moitié du roman à peu près, là où après les 50 premières Oui, pages au moins, où une fois que l'énergie du départ s'est tarie, le syndrome et du milieu. voilà, il faut vraiment s'organiser pour travailler et se tenir à une discipline. C'est-à-dire, on sort de la Mm. partie enthousiasme, ouais, super, Mm. j'ai une super idée, je vais l'écrire, ça va être d'enfer. Et on arrive dans le dur où c'est ah ben oui, mais là, il faut que je m'y mette tous les jours, et puis j'avance plus, et puis ça marche pas, et puis ça, c'est pas mal, mais c'est très mal écrit quand même, c'est nul, l'idée est pas mauvaise, mais c'est très mal écrit. Ou alors, ah ben là, j'ai fait ma maline, mais du coup, ben, ça marche pas, ce que j'ai voulu mettre dedans et tout, et on retombe très vite dans une dévalorisation de ce qu'on a fait. Mm. Et on n'est pas toujours aidé par les gens qui sont proches de nous, puisque soit ils nous aiment et donc ils veulent nous faire plaisir et c'est super et c'est magnifique, c'est génial, tu es génial ma chérie, continue. Euh, Soit on n'ose carrément pas leur montrer quelque chose parce qu'on a Mm. peur de leur regard, soit on leur Tout à fait. montre et on n'obtient jamais rien
de précis parce qu'ils n'osent pas nous dire exactement qu'en fait, ils ont lu 3 pages et puis après, ils ont oublié de lire la suite, quoi. Donc, Oui, ou alors pas ils vont toujours. réussir à nous dire ce qu'ils ont bien aimé ou pas, mais on n'en sera pas beaucoup plus avancé parce qu'on ne saura pas comment faire C'est ça, pour corriger le tir. c'est ça, c'est ça. Et Mais puis, c'est vrai qu'il y a aussi effectivement tout un sujet autour de ce moment où on se rend compte que on ne peut pas se contenter juste d'attendre les moments où on est inspiré pour pouvoir s'y mettre, parce que ça vient pas assez souvent. bah oui, Ou en tout cas que si on attend ces moments-là, on en a pour 10 ans à en venir un peu. c'est ça. Et toi, tu as été coaché aussi, tu as commencé par faire la démarche. C'est comment Alors en tu fait, moi, canalises alors? Tu as fait d'abord toi et puis après, tu peux te permettre de faire pour les autres? ouais, en fait, moi, c'est l'éditrice de mon premier roman qui m'a énormément aidée. Elle a fait un gros travail d'accompagnement pour lequel je ne la remercierai jamais assez. En fait, c'était un roman que j'avais commencé à écrire 10 ans plus tôt, enfin que j'avais écrit 10 ans plus tôt, vraiment sans aucune technique, sans plan, complètement, pas vraiment, complètement comme ça m'était venu. Et je savais qu'il avait des faiblesses, mais je n'étais pas très motivée pour le corriger. Et donc, ça a pris la poussière pendant quelques années jusqu'à ce que je rencontre du coup cette éditrice qui montait sa maison d'édition. Et je lui ai envoyé mon manuscrit et elle m'a dit, bon, il y a du travail, mais il y a peut-être du potentiel. Et comme là, voilà, les années avaient passé, j'avais pris du recul dessus. Et cette fois, je me sentais motivée. Enfin, je devenais moi-même beaucoup plus consciente des faiblesses du texte. Et j'avais qu'une envie, c'était d'effacer ça et de refaire quelque chose de mieux. Et du coup, à la fois à travers ces conseils, mais aussi tout simplement par le fait que on se voyait, je ne sais plus, tous les mois ou toutes les 2 semaines. Et du coup, à chaque fois, il fallait quand même que j'ai un peu avancé et pour avoir quelque chose à lui montrer. Et donc, c'est ça qui m'a forcée à m'y mettre plus régulièrement et qui m'a fait prendre goût au fait de corriger mon histoire. Parce que quand j'ai commencé à voir à quel point elle s'améliorait de façon exponentielle par rapport à ce que c'était au départ, c'était vraiment grisant comme sentiment, parce que je me sentais super fière de ce que j'arrivais à faire. Et Oui. voilà, et ça m'a énormément motivée. Donc, elle t'a fait ton alpha lecture, en fait. Elle travaillait à tes côtés, en fait. Quand tu avais Oui, terminé on peut dire quelque ça. chose, tu lui envoyais, elle en prenait connaissance et elle te faisait un retour dessus. C'est ça, ouais, ouais. D'accord. Oui, oui, donc c'est bien un accompagnement intéressant. Mm. Ça. Moi, j'ai un peu la même chose Et avec vraiment, si j'avais pas eu ça, je me serais jamais motivée à reprendre ce texte et à le corriger. c'est très compliqué. J'étais déjà en train de travailler sur. En fait, je l'avais un petit peu abandonné dans ma tête. J'étais en train de travailler sur l'idée suivante et de me lancer dans encore autre chose. Et en fait, oui, je suis pas sûre que je me serais motivée à y Celui-là, tu l'aurais retourner. laissé dans un tiroir peut-être et puis tu l'aurais oublié à Ouais, jamais. sans doute. Sans doute. Voilà, d'accord. Et depuis, tu en as écrit combien? Du coup, donc, il y a eu le premier, et sur donc, le deuxième qui est en 2 tomes, j'ai fini le premier tome. Il reste des petites corrections à faire, mais pas grand-chose. Et je suis en train de finir de réécrire le deuxième tome, parce que j'ai un gros défaut, qui est que je fais toujours des premiers jets nuls, et du coup, je réécris à peu près tout. C'est pas un défaut, c'est normal. Et donc là, Ouais. voilà. Mais donc, j'espère que la prochaine fois, j'arriverai à mieux m'y prendre pour être un peu moins à l'arrache. Mais voilà, j'avais écrit une première version l'an dernier dont j'étais pas du tout satisfaite, et donc j'ai attaqué la réécriture en décembre, et je suis en train d'en venir à bout. Et est-ce que tu as retrouvé les mêmes questionnements du coup avec le deuxième tome? Tu as retrouvé des mécanismes que tu avais déjà vécu dans le premier ou c'est différent? Cette fois, c'est assez différent parce que quand j'ai retravaillé le premier, je l'ai retravaillé vraiment au moment où je commençais à m'intéresser au conseil d'écriture, à lancer mon blog, etc. Et donc, c'était encore de façon assez instinctive que je travaillais. Là, j'ai beaucoup plus
avant de me lancer dans la réécriture, j'ai repris tout le synopsis de mon histoire, j'ai repris le plan, et donc je travaille de façon beaucoup plus structurée. Donc c'est une façon très différente. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un auteur qui a démarré comme ça et qui est un peu perdu au milieu de sa narration? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de préparer ou de regarder avant de contacter un accompagnateur potentiel? Alors, ce qui aide vraiment à prendre du recul sur son histoire, c'est Ouais. d'essayer de la résumer en une phrase ou deux. Faire vraiment un tout petit pitch, mais qui va rassembler les informations essentielles, c'est-à-dire qui est le personnage principal, quel est son objectif, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre cet objectif, et qu'est-ce qu'il va mettre en place comme action pour en venir à bout. Et deuxième chose très importante, se mettre au clair sur la fin de l'histoire. Ça paraît tout bête, mais moi, typiquement, c'est ça qui m'a fait planter le premier jet de mon roman en cours. C'est que je m'étais lancée, j'avais fait un plan, j'avais suivi les conseils de John Truby dans l'anatomie du scénario, j'avais fait des étapes, machin. Mais j'étais pas au clair sur la fin que je voulais. J'en avais une vague idée, mais j'en étais pas très fan. Et plus j'approchais de cette fin, et plus je me disais, non, mais j'ai pas du tout envie d'en arriver là, en fait. Et ça n'allait pas, c'était pas le ton que je voulais, c'était pas la conclusion que je voulais. Et en fait, c'est ça qui m'a fait complètement bugger. Presque, il me restait à peu près 3 chapitres à écrire quand j'ai arrêté ce premier jet. Mais juste, c'était pas possible d'aller plus loin, ça me plaisait plus. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à rattraper le tir, c'était de me dire, bon, en fait, qu'est-ce que je veux comme fin pour cette histoire? Et à partir de là, je fais du rétro-pédalage pour me dire, bon, du coup, si je veux que tel et tel personnage soit à tel endroit à la fin, ça veut dire qu'avant, il faut qu'ils aient fait ça, ensuite, il faut qu'ils aient fait ça, qu'ils aient fait machin, se soient retrouvés avec Macheline, etc. En fait, tu fais partie des auteurs qui conseillent de commencer par la fin? En tout cas, d'en avoir une idée claire. Parce que si on ne sait pas à quelle fin on va aboutir, on n'a pas de direction et du coup, on va avoir tendance à se disperser, à vouloir partir dans tous les sens. Et en tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Et moi, c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée bloquée. Alors, ce n'était pas au milieu, c'était plus tard, mais je ne savais plus comment avancer parce que je ne savais plus où je voulais aller. Mais donc, parfois, voilà, vraiment, les deux parfois, on part juste sur un thème et on découvre ce qu'on veut dire au fur et à mesure qu'on l'écrit, en fait. Ouais. Oui, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Moi, j'ai plus tendance à planifier mes histoires et m'en faire une idée un peu structurée avant. Après, oui, c'est vrai qu'il y a d'autres auteurs qui fonctionnent différemment, mais en tout cas, s'ils se retrouvent bloqués, qu'ils essayent cette technique de se mettre au clair sur la fin, ça peut aider. Et comme je disais tout à l'heure, vraiment la technique de tout simplement se mettre au clair sur le personnage, son objectif et ses obstacles. Pareil, ça te paraît tout bête, mais moi, la première fois que je me suis posé ces questions-là, je me suis retrouvée à faire face à mon ordinateur pendant 3 heures en me disant et oui, au fait, qu'est-ce qu'elle veut? Voilà, ça m'a pas mal ouvert les yeux sur le fait que une des raisons qui faisait que mon histoire ne fonctionnait pas trop au départ, c'était que l'héroïne n'avait pas spécialement d'objectifs bien définis, ou alors qu'elle en avait un au début qui n'avait rien à voir avec celui qu'elle avait ensuite, et qu'il n'y avait pas de lien logique entre les deux. Et voilà, ça c'est ce type d'exercice qui m'a bien aidé à mettre les choses au clair. D'accord. Et ensuite, sur quels critères on sélectionne un accompagnateur qui va pouvoir fonctionner avec notre histoire et notre personnalité? Parce qu'il y a beaucoup d'offres et il y a des talents ça, je divers et pense variés. que effectivement, c'est important de trouver quelqu'un avec qui on puisse bien s'entendre et bien. Faut que il y a un aspect très subjectif, je pense, dans ce choix. Je pense que c'est important d'aller d'abord apprendre à connaître la personne, surtout si je la suivre sur les réseaux sociaux, sur une newsletter, sur un blog.
pour déjà se familiariser avec le type de conseil que cette personne propose, parce que, comme tu l'as dit, tous les auteurs ne fonctionnent pas pareil, et ceux qui sont très structurés auront envie de se tourner vers quelqu'un de très structuré, ceux qui sont beaucoup plus flexibles ne seront pas à l'aise avec ça. Et puis essayer aussi d'appréhender un peu la personnalité du coach potentiel, voir s'il y a eu d'autres auteurs qui ont travaillé avec cette personne et qui en sont contents. Est-ce que c'est aussi une personne qui connaît un peu le genre littéraire qu'on écrit? Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Et puis voilà, envisager de faire un petit essai, soit demander d'avoir un petit entretien par téléphone Oui, avant de se lancer, ou indispensable ça, oui. d'échanger par email Mm. pour tester la température de l'eau. C'est ça, d'accord. Et qu'est-ce en tant qu'accompagnatrice, tu demandes quoi donc aux auteurs qui viennent chez toi avec une demande d'accompagnement? Quel Alors est le moi, contrat? généralement, Pardon? Quel est le contrat que tu passes avec eux, que tu essayes de passer avec eux, le contrat moral, bien sûr? Alors, moi, je ne passe pas exactement de contrat, mais mon objectif, c'est vraiment d'aider les auteurs à se débloquer quand ils ne savent plus comment avancer. La façon dont je fonctionne, c'est, en tout cas pour le moment, je ne propose pas d'alpha lecture ou de bêta lecture complète sur l'ensemble du texte, parce que c'est très chronophage. Oui. En revanche, ce que je vais demander à l'auteur, c'est soit de m'envoyer le synopsis de son histoire, déjà parce que c'est un bon exercice de le faire si on n'a pas encore formalisé. Et donc soit on va travailler sur le synopsis, soit sur des extraits du manuscrit si l'auteur a déjà engagé son écriture, s'il veut un retour sur son style, s'il veut savoir si le début est accrocheur, etc. Et donc la façon dont je fonctionne, c'est que d'abord, je demande à ce que l'auteur m'envoie le synopsis ou un extrait du texte. Je travaille dessus, j'analyse pour identifier les forces et les faiblesses du texte, et éventuellement proposer des pistes, des suggestions, des idées, des pistes de travail pour améliorer aller plus loin. tout ça, oui. Et ensuite, j'ai un entretien avec l'auteur pour discuter de vive voix de ce que j'ai pensé de son texte. Et souvent, dans le cadre de cet entretien, on déborde un peu, on parle d'autres aspects qui n'étaient pas forcément évoqués dans mes premiers tours. Donc voilà. D'accord. Bien. Et écoute, je pense que moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te demander. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire de particulier sur ce que tu veux, Oui, en fait? alors oui, parce qu'on a beaucoup parlé d'accompagnement, mais du coup, moi, je propose aussi 2 autres types de services. Le premier, c'est un petit, alors, le meilleur mot serait workbook, on va dire un cahier d'exercice, qui est un peu un condensé des choses que j'ai envie de faire, des messages que j'ai envie de faire passer aux auteurs que j'accompagne sur les 3 aspects qui pour moi sont hyper importants à travailler en tant qu'auteur, qui sont à la fois l'état d'esprit, l'organisation et la construction d'histoire. Et donc ça, c'est un petit guide que j'aime bien parce que ça permet aux auteurs qui n'ont pas forcément envie de tout de suite se lancer dans un accompagnement d'avoir une première base, d'avoir quelque chose qui remet un peu les choses au clair plutôt que d'avoir des articles de blog éparpillés, mais de proposer vraiment un contenu qui a une cohérence. Et Et donc qui se pour focalise sur pouvoir... l'auteur, et qui se focalise sur l'auteur, d'après ce que je comprends, et pas sur oui, c'est l'histoire, du ça. coup. Qui se focalise sur la Qui se focalise personnalité de sur l'écrivain. l'auteur et qui va vraiment permettre de repartir sur des bonnes bases et de façon autonome, voilà. Parce que moi, alors, j'ai été accompagnée par mon éditrice, mais de base, je suis plutôt quelqu'un d'assez indépendant, et si j'avais pas eu cet accompagnement-là, je ne sais pas si j'aurais été très à l'aise pour aller solliciter un coach, parce que c'est pas évident de montrer son texte, de demander des retours, d'accepter
En fait, quand on écrit un roman, on a envie que en tout cas, moi, c'est mon cas, mais j'ai un peu envie, j'ai du mal à accepter les idées ou les suggestions des autres, parce que j'ai envie que ça soit que mon roman à moi. Bon, après, finalement, quand on me fait des suggestions, je finis par me dire oui, c'est pas mal et je vais l'intégrer. Mais le premier pas n'est pas forcément facile à faire. Du coup, il y a ce petit guide. Et il y a aussi, j'ai commencé à proposer une formation D'accord. qui est sur le travail du style. Ah, c'est bien Et ça. donc là, pareil, ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, en plus, ça s'est retrouvé à être beaucoup plus large que ce que je Oui. pensais au départ. Oui. Mais vraiment, oui, c'est un sujet que j'aime vraiment bien, qui du coup, cette fois, va pas du tout dans la construction d'histoire, etc., mais vraiment juste sur la partie rédaction, les descriptions, les dialogues, la narration, tout ça. Et voilà, c'est une autre porte d'entrée. Du coup, c'est pas forcément pour les auteurs qui sont bloqués dans leur histoire, mais juste ceux qui sont pas très contents du résultat de leur manuscrit et qui, pareil, voient des conseils partout, un peu partout, sur plein de sujets différents, et ont envie de trouver quelque chose d'un peu plus structuré. Je dis beaucoup structuré. Ouais. Ou Mais qui sont curieux tout simplement et qui ont envie de exactement, savoir ouais. comment font les autres et est-ce que c'est Mm. toujours intéressant quand même d'échanger, parce qu'en fait, c'est comme Voilà. échanger autour d'une Et, thématique, c'est enrichissant, c'est obligatoire. exactement. Et ce que j'ai voulu faire surtout avec cette formation, c'est pas juste donner des conseils théoriques, mais toujours apporter des exemples tirés de romans que j'aime bien et Ouais. proposer des exercices pour mettre en pratique au fur et à mesure, avec la possibilité pour les participants de partager leurs exercices entre eux pour voir ce que font les autres et rebondir, etc., poser des questions. Et je trouve que c'est quelque chose voilà, qui permet d'aller au-delà du simple article de blog qui dit alors les descriptions, il faut faire ça, 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 utiliser les 5 sens, machin, Oui, mais voilà, une vraiment fois qu'on de l'a rendre dit, tout ça un peu voilà, une fois qu'on concret, l'a quoi. dit, voilà, c'est ça. OK. Et ça s'adresse Et, de préférence aux écrivains de fantasy, parce que c'est vraiment ton domaine, pas là, seulement? sur le style, c'est pas forcément réservé à la fantasy, puisque voilà, je rentre pas dans tout ce qui est création d'univers, etc. C'est vraiment, c'est plus neutre. D'accord. La création d'univers, c'était un gros morceau de ton blog, si je me souviens bien. Un petit peu, oui. Tu t'es C'est bien pas forcément le sujet que j'explore le plus. Je crois que c'est Monde Fantasy qui est très sur la création d'univers. oui aussi. Moi, la façon dont j'aborde le sujet, c'est un peu avec mon joker qui marche à tous les coups, c'est que je propose des modèles Excel pour organiser la réflexion autour de la création d'univers. J'utilise Excel pour à peu près tout, que ce soit construire mon plan, construire mes fiches de personnages, construire mon plan de correction, etc. Et du coup, oui, du coup, j'utilise aussi Excel pour organiser les réflexions autour de l'univers. Mais donc voilà, c'est plus autour de cet aspect-là que j'aborde le sujet. D'accord. Je parlais la semaine dernière avec un auteur que tu connais sûrement qui s'appelle Julien Hirt, qui est un auteur suisse, qui est un blogueur aussi, Tout donc à fait. tu connais sûrement. Oui, Et donc pour lui, j'ai lu avidement tous ces articles. ouais, c'est super intéressant, parce qu'il a plein de choses très intéressantes à dire. Et du coup, on discutait de l'imaginaire et de la fantaisie, justement, puisque lui aussi, il est dans le domaine de la fantaisie. Et pour lui, la création d'univers, c'est un peu un piège pervers qui est tendu aux auteurs. Et pour lui, lui dit qu'il ne crée pas des univers, mais qu'il crée des décors pour des histoires, et que ce sont vraiment les histoires qui doivent amener la narration et pas du tout, et qu'on s'en fiche complètement de savoir s'il y a 35 langues elfiques ou enfin voilà et de les inventer. C'est une dépense d'énergie considérable et ça n'apporte Oui, pas grand-chose finalement
finalement à l'histoire. Donc pour lui, ce sont juste des décors et j'ai trouvé cette réflexion vraiment très intéressante. C'est vrai que c'est un aspect compliqué, la création d'univers en fantasy, parce que souvent quand on débute et qu'on est fan de fantasy, on a très envie de créer son propre univers très complexe avec 25 races et des hiérarchies sociales et de la magie, etc. Et on est tellement fiers de ce qu'on a créé qu'on veut tout raconter au lecteur, alors que le lecteur, il se tape un peu, en fait. Ou en tout cas, on ne lui a pas donné suffisamment de raisons de s'y intéresser. Et il y a une image, je crois que c'est l'auteur américain Brandon Sanderson qui l'utilise, enfin, même si elle est assez classique, c'est l'image de l'iceberg, où en fait il dit que quand on construit un univers de fantasy, on doit montrer au lecteur que la partie émergée de l'iceberg, mais le laisser croire qu'il y a tout le reste de l'iceberg qui existe, c'est-à-dire donner le sentiment au lecteur que voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste à explorer. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que l'auteur lui-même, il n'a pas besoin de maîtriser tout l'iceberg non plus, mais juste un tiers de la partie immergée. Et le reste, il n'a pas forcément besoin de rentrer dans tous les détails. Par exemple, moi, dans le modèle Excel que je propose, c'est un modèle qui va proposer de définir pour chaque élément chaque aspect de l'univers, donc la faune, la flore, le modèle politique, le modèle d'éducation, le modèle de soins, la médecine, etc. Mais si dans votre histoire, il n'y a aucun moment où vos personnages sont blessés ou malades ou ont besoin de faire appel à un médecin, c'est pas la peine de se prendre la tête pendant des heures pour réfléchir à comment fonctionne la médecine dans l'histoire, parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un marqueur un peu fréquent qu'on retrouve chez les auteurs un peu débutants, notamment en fantasy ou en science-fiction, c'est que souvent l'histoire va commencer par un nom exposé de l'univers avec plein de noms de lieux imaginaires, mais qui n'intéresse pas beaucoup le lecteur en fait, parce que lui, ce qu'il a envie de savoir au début, c'est ok, elle parle de quoi l'histoire, c'est quoi la quête, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, quoi. D'accord. Je suis d'accord, ok. Anything else? Non, c'est bon pour toi? Est-ce que tu as un message à passer, un coup de gueule à envoyer? Non, je n'ai pas de coup de gueule. Juste, je souhaite bon courage à tous les auteurs qui se lancent, qui voient plein de conseils d'écriture et qui ne savent pas comment s'y repérer. Vraiment, ne pas oublier que il y a un truc qui si je vais faire un petit coup de gueule quand même, c'est contre tous les pauvres auteurs qui s'imaginent, à force de voir tous ces conseils, qu'il y a des règles absolues à respecter et qui se prennent la tête sur est-ce que j'ai le droit de faire un chapitre qui fait 2 pages, est-ce que j'ai le droit de faire un chapitre qui fait 30 pages, et est-ce que j'ai le droit de faire ci, et de faire ni, et de faire ça. Et juste détendez-vous. Oui, c'est pas parce qu'il y a plein de conseils partout que vous devez absolument tout suivre. Le plus important, c'est que l'histoire, elle vous plaise à vous. Et si vous avez envie de faire des chapitres de 55 pages, allez-y. Si vous n'avez pas envie de faire de chapitres, allez-y. À peu près tout ce qui est possible de faire a déjà été fait de toute façon. Et il n'y a pas de grand inquisiteur de la littérature qui va débarquer chez vous pour vous dire que vous n'avez pas le droit. C'est ça. C'est ça. Toute la littérature est un catalogue d'exceptions à la règle, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Il n'y a pas un code de la littérature chez Dalloz. Non, c'est pas ça. Vraiment, même s'il y a, il y a des techniques, il y a des modes, il y a des conseils, mais de toute façon, à chaque fois qu'il y a des conseils qui sont donnés, on peut trouver des livres très bien qui ne les suivent pas et ça se passe bien. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Si vous tombez sur des conseils et que vous dites mais c'est ça que je cherchais que je comprenais pas, tant mieux, c'est nickel, c'est parfait. Ouais. Maintenant, si vous tombez sur des trucs que vous lisez et vous vous dites rien de neuf sous le soleil, ça va pas m'aider plus, c'était pas le bon, c'est tout. Il faut juste que ça matche. Moi, je suis absolument ravie quand j'ai des lecteurs de mon blog qui me disent que mes articles les ont aidés, que ça les a débloqués, etc. Ça me fait hyper plaisir. Mais voilà, faut surtout pas après s'en faire une montagne. Mais c'est pas non plus. Pas respecter
tel truc à la lettre, et je ne peux pas écrire une ligne de plus sans avoir lu 50 articles sur le sujet. On apprend aussi en écrivant, on apprend à trouver sa touche personnelle et ce qu'on aime faire ou ce qu'on aime moins. Et voilà, il ne faut pas perdre ça de vue. Ça fait partie aussi du boulot de l'accompagnateur, c'est de renforcer la confiance de l'auteur pour ce qu'il est en train de Oui, faire, de l'aider beaucoup, oui. C'est vrai que moi, à être sûr oui. de son truc et de continuer à y aller, en fait. C'est une grosse partie du boulot souvent, puisque celui qui arrive Ouais. en demandant un coup de main, c'est qu'il est plus très sûr de l'endroit où il est un peu paumé, il est un peu... s'il est vraiment à fond dans son truc et qu'il avance, à moins qu'il l'ait fait lire déjà à 25 bêta-lecteurs et que tout le monde lui ait dit c'est nul ton truc, il faut que tu recommences parce que ça ne marche pas du tout, auquel cas il peut venir vous voir. Sinon, a priori, il n'a pas trop besoin, il va directement chercher un éditeur ou il se tourne vers l'auto-édition. Celui qui vient chercher un accompagnateur, c'est celui qui n'est pas sûr, justement, et donc qui en a effectivement besoin. Mais peut-être qu'il n'en a pas tant besoin que ça, c'est-à-dire peut-être qu'il n'est pas sûr, mais que ce qu'il est en train de faire, ça fonctionne quand même. Donc, le but de l'accompagnateur, c'est vraiment de renforcer son énergie pour avancer, quoi. Ouais, c'est hyper important de toujours garder à l'esprit que c'est hyper important de souligner aussi ce qui marche bien dans le récit, à la fois pour encourager l'auteur et puis pour éviter qu'il supprime des trucs qui marchaient très bien en pensant qu'il faut tout reprendre. Donc oui, ça c'est une partie hyper importante. On sait tous à quel point c'est une angoisse horrible d'attendre les retours de ce bêta-lecteur. Même si on les aime bien et qu'on sait qu'il faut être bienveillant, on a tellement peur de voir la montagne de corrections qui nous attend et de voir ce travail dans lequel on a investi tellement de temps et tellement de nous-mêmes, de le voir juger, c'est hyper dur. Donc, ouais, c'est hyper important de penser à rappeler. Il vaut mieux être jugé par des bons bêta-lecteurs qui donnent des bons retours et qui permettent du coup d'aboutir un texte avant qu'il soit imprimé, plutôt que de se lancer tout seul comme ça en auto-édition, la fleur au fusil, et puis de ne pas comprendre pourquoi oui, non, c'est certain. Et les bêta-lecteurs, ça c'est quelque chose d'indispensable. Ça fait partie du truc. Ouais, mais toi, tu ne heureusement proposes pas de bêta-lecture, pas du tout, parce qu'effectivement, si tu disais c'est chronophage, non. et je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement chronophage, parce que pour bien faire une bonne bêta-lecture, il faut vraiment se mettre dedans et y passer du temps et prendre des notes, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça. Comme j'ai tendance à aller énormément dans le détail, je me connais, je vais faire des remarques sur la moindre phrase. C'est ça. Donc, tu me fais plaisir en disant ça, parce que je suis un peu comme ça aussi, donc je ne suis pas toute seule. Je suis du genre à pinailler parfois sur une virgule dans mes textes, alors il faut que ah oui, non, mais les virgules, c'est ma passion. Hein. C'est horrible. Ou alors corriger l'orthographe, alors que c'est pas le rôle du bêta-lecteur. Enfin, bref. Ouais, c'est ça. Mais en plus, à chaque fois, j'essaye quand je fais des bêta-lectures, j'essaye de jamais faire des commentaires gratuits, c'est-à-dire j'essaie de toujours expliquer pourquoi je dis que j'ai aimé ou pas aimé telle chose, pourquoi est-ce qu'une phrase me paraît un peu lourde, etc. Et donc forcément, chaque fois que j'explique, ça me prend vachement de temps. Donc je me limite à des petits extraits. D'accord. Et tu fais tous tes retours par écrit auprès de tes accompagnés? Je fais toujours un retour écrit. Après, il peut éventuellement y avoir un entretien pour en rediscuter, mais je fais toujours un retour écrit de base pour avoir un support. D'accord. Puis moi, je fonctionne mieux à l'écrit. J'ai besoin de me noter les choses pour les avoir en tête. Sinon je peux pas. Très bien. Ben moi, je me suis dit que j'allais peut-être faire des retours directement sonores ou vidéo, c'est-à-dire me prendre des notes, effectivement, mais après, plutôt prendre 10 minutes. De ce que j'ai vu, parce que c'est vrai que la plupart du temps, les autres coachs d'auteurs parlent pas forcément du fait de faire un retour écrit avant d'avoir un entretien, ou alors ça va être un récap qui est envoyé après l'entretien. Mais moi, j'aime bien faire comme ça. Donc, Mais ce que je voulais dire, c'est à la place de faire systématiquement un retour écrit, c'est de faire un retour audio. C'est-à-dire, au lieu d'écrire, au lieu de faire toi-même des belles phrases, dire les choses et envoyer
envoyer le fichier à écouter pour gagner du temps. Ouais. Hein. Enfin bon, c'est pas forcément suffisant. C'est vrai que moi j'aime bien aussi, tu parlais de structure, moi je me suis structurée entièrement avec l'écrit, donc j'aime bien aussi que les choses soient clairement explicitées avec des phrases, avec voilà, bien, avec une hiérarchie dans les idées, et, enfin voilà, on ne se refait pas, hein, c'est comme ça. C'est ça. Comme ça. Bien, bah, écoute, je te Ouais, bah, remercie. bah, je t'en prie. Autre chose? Merci à toi. Non? Non, non, non. Non? Bon, Pas pour le moment, mais peut-être pour une prochaine fois. ok. Ben, je vais te demander juste de m'envoyer dans notre feed Messenger le lien direct vers ta page du coup où tu proposes tes services. Comme ça, je pourrais l'intégrer dans les Ok. commentaires de la vidéo. Je vais publier cette vidéo sur ma chaîne YouTube donc, qui s'appelle Séance Fiction, ce qui sera, je pense, pas ce jeudi-là ni le jeudi d'après, mais celui en 15. Et Ok. il y aura aussi il y a aussi un article de blog dans lequel la vidéo sera chargée aussi. Voilà. Donc, je te tiendrai au courant Super. avant que ça sorte. Et puis, ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Je vois Bah, que je t'en prie, merci à tu toi. t'es fait toute belle avant notre rendez-vous. C'est très agréable d'avoir quelqu'un comme ça qui prend bien soin de lui, qui nous a fait un joli Bah, maquillage. Merci. Moi, Ah, moi, je me maquille tous les jours, même si je sors pas de chez moi, sinon c'est pas possible. Non, tu te sens pas bien. Bon, bah, écoute, c'est parfait. En tout cas, c'était très agréable de converser avec toi. Et puis, ben, peut-être on aura l'occasion d'aborder d'autres sujets. N'hésite pas. Moi, je suis à Bah, la avec grand recherche plaisir. de sujets à aborder, et non seulement avec des auteurs, mais aussi à la recherche d'éditeurs, d'illustrateurs, de distributeurs. Ce qui Ouais. m'intéresse avec cette chaîne, c'est vraiment d'essayer de faire une espèce de panorama du livre et de tout ce qu'il y a autour, et aussi de l'édition. Parce que je constate que beaucoup d'auteurs voient les éditeurs comme des ennemis qui sont prêts à leur manger la laine Non, sur le malheureusement. dos à peine ils auront fini d'écrire. Et pour moi, l'éditeur, c'est un partenaire de l'écrivain, et au contraire, c'est une collaboration précieuse quand les choses se passent bien, évidemment. Donc, Tout à fait. je voudrais aborder aussi toutes ces questions dans pas trop longtemps. Voilà, si tu penses à quelqu'un qui aurait des choses intéressantes à dire, Bah, c'est un très beau projet. ou un libraire, voilà, tous les gens qui fonctionnent autour du livre m'intéressent, toutes les expériences m'intéressent dans ce cadre-là. J'ai une petite idée, mais je t'en reparlerai plus tard. Ah ben voilà, j'ai bien fait de le dire alors. Ben, je te remercie beaucoup Astrid, et puis je te souhaite une bonne fin de Je journée. t'en prie. Donc chez toi, Bonne il journée à toi est aussi. 14h. Chez moi, il est 14h46. Donc toi, Chez il moi, il va n'est être pas encore dans pas midi. longtemps. Voilà. Tu as le ventre qui gargouille déjà? Ça va. Ça va. Bon, très bien. Je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée à toi aussi. Merci À Astrid. Au revoir. bientôt.